Bonjour, merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre pour assister à la deuxième session de ce symposium consacré à l'e-santé et à ses apports, notamment en pleine épidémie de Covid-19. Hier, nous avons parlé de la façon dont les nouvelles technologies procuraient une certaine liberté aux patients et aidaient aussi les soignants à prendre de bonnes décisions. Demain, il sera question principalement du financement, des recherches et aussi des nouveaux parcours des patients. Aujourd'hui, notre session a pour titre « La e-santé pour le meilleur » en évitant le pire, car nul ne doute de l'intérêt de pouvoir bénéficier des progrès technologiques pour dépister une maladie, pour suivre son évolution, mettre en évidence des clusters, comme c'est le cas actuellement avec la Covid-19. L'usage qui pourrait être fait de ces données, de ces tonnes de données, pourrait-on dire, chaque jour collectées, fait parfois peur. N'hésitez pas à poser vos questions sur la fenêtre de chat de votre écran. Des experts vous répondront mercredi prochain de 11h à midi. Mais avant d'aborder ce sujet avec mes trois invités, je me tourne vers vous, David de Amorine. Vous êtes directeur innovation e-santé chez DocaPost et vous allez introduire la courte vidéo qui va suivre, car elle représente un moment très important pour l'avenir du stockage de nos données de santé. Et oui, effectivement, avec la Covid, tout d'un coup, on s'est posé la question de savoir où sont stockées nos données de santé. Sont-elles en France? Sont-elles à l'international? Alors, il y en a en France, rien que chez DocaPost. On en a 45 millions qui sont hébergés dans nos data centers souverains en France. Et si on lançait un grand programme européen de cloud souverain, une alternative aux grandes plateformes américaines et asiatiques, si on fédérait quelques pays moteurs comme l'Allemagne et la France, si on s'appuyait sur des entreprises très motivées comme DocaPost et d'autres, pour concrétiser enfin cette ambition. Voilà une petite vidéo sur Gaia-X, un projet européen qui porte cette ambition. What we, the governments of France and Germany, and more than 300 companies and organizations across Europe are aiming for is nothing less than a European moonshot in digital policy. We have a concrete, strong, major result, Gaia-X. This is a new success for France, for Germany, for Europe, and for all European citizens. Gaia-X could not have been more timely. With the COVID crisis, companies massively shifted to teleworking. This makes the need for a secure and European cloud solution all the more urgent. All companies, including the smallest ones, need to be equipped, and to be equipped fast. The crisis also showed that the giant tech companies are the winners of the crisis. European digital space has so to be protected. The objective of Gaia-X is to build a European data infrastructure. It will enable mechanisms for sharing and processing data across different companies. It will ensure the application of policy rules based on EU values and standards. And we should be proud of our values. We should be proud of the kind of society we want to build together at the European level. We are not China, we are not the United States, we are European countries with our own values and with our own economic interests that we want to defend. It will be based on 4 principles: openness, interoperability, transparency and trust. Alors pour aborder avec moi cet épineux sujet des données de santé, j'ai le plaisir de recevoir Maître Jeanne Bossy-Malafosse, dont vous êtes avocate associée, données personnelles et sciences du vivant au cabinet Delsol, avocat. Le docteur Fabrice Denis, qui est oncologue à l'Institut Jean-Bernard au Mans et qui est professeur associé de e-santé intelligence artificielle à la faculté de médecine de Paris, et Olivier Nintaf, qui est le président France des laboratoires pharmaceutiques AstraZeneca. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Alors, comme l'indique le titre de notre session du jour, j'aimerais qu'on commence par évoquer le meilleur. C'est quand même plutôt sympathique et on va commencer avec le médecin, non qu'il soit forcément le meilleur, mais parce que sa spécialité nous intéresse. Docteur Denis, quel type de données utilisez-vous le plus dans votre pratique quotidienne et pourquoi c'est le meilleur? À quoi ça sert?
En oncologie, les données les plus utilisées sont des données issues du patient lui-même concernant son état de santé. Alors, soit ces données sont produites dans l'hôpital, dans la clinique, parce que des infirmières recueillent ces données et puis finalement elles sont intégrées dans le dossier médical, soit maintenant ce sont des données qui sont issues du patient lorsqu'il est à la maison, produites par le patient au travers d'applications qui permettent de le surveiller et éventuellement de détecter des événements pouvant précéder une récidive, une complication, ou même mieux, de suivre l'efficacité de ces traitements. Donc ces données, elles peuvent être produites à l'hôpital, par le patient, et puis aussi parfois par le médecin, au travers de registres, pour réaliser des statistiques, notamment d'incidence de certains cancers, de taux de guérison, etc. Donc elles sont très riches, elles sont utiles, et elles ont fait accélérer les progrès de prise en charge et améliorer les parcours de soins de façon très significative depuis quelques années. Si on prend l'exemple de votre spécialité, un patient victime d'un cancer, vous pouvez juste nous donner, nous indiquer toutes les données qui peuvent vous arriver au fur et à mesure, juste pour qu'on ait une idée de ce que ça représente. Par exemple, pour un cancer du poumon, on s'intéresse fortement aux variations de poids d'un patient au fil du temps pour essayer de détecter des récidives. S'il perd du poids sans raison, il y a lieu d'y aller faire un scanner ou des examens complémentaires. On a aussi tout un cortège de signes en termes de douleurs, de troubles neurologiques, de troubles type dépression, insomnie, etc., qui rentrent dans ce qu'on appelle les soins de support. Ces données sont importantes parce que améliorer le confort de ces patients améliore aussi leur survie. Donc toutes ces données, maintenant, elles sont vraiment quantifiables, utilisées de façon quotidienne. Et je vous dis, l'infirmière ou le médecin ne sont pas les seuls dépositaires de ces données. Maintenant, le patient lui-même contribue et est acteur de sa prise en charge en fournissant lui-même ces données. Alors, il fournit quoi comme données, par exemple? Alors, par exemple, il peut donner aussi des données comme, par exemple, est-ce qu'il a des éruptions de boutons et prendre en photo cette éruption. Ça nous permet d'avoir une indication sur une toxicité médicamenteuse et de la prendre en charge rapidement. On peut aussi avoir des données un peu plus biologiques. Ces résultats de marqueurs tumoraux, par exemple, ce sont par exemple le PSA, c'est une prise de sang qui permet de voir où est l'état du cancer de prostate. Et bien, si celui-ci il monte, on a la donnée adressée par le patient associée à quelques symptômes, le cas échéant, comme est-ce qu'il a plus de mal à uriner ou est-ce qu'il a des douleurs qui apparaissent. Voilà, typiquement des données qui vont permettre de réaliser une visite anticipée et une prise en charge plus précoce. Est-ce que vous utilisez aussi on a parlé beaucoup hier d'objets connectés qui peuvent vous envoyer à vous directement, médecin soignant, des informations, je ne dis pas à l'insu du patient, mais qui vous permettent de le suivre sans que le patient intervienne directement? Alors pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui, en termes d'évaluation scientifique, a montré un bénéfice direct. Il y a des éléments qui suggèrent quand même que le fait de suivre de façon passive le nombre de pas d'un patient dans la journée au travers d'une montre connectée qui mesure le nombre de pas pourrait être un élément assez pertinent pour prédire justement un début d'altération de son état général, parce que s'il commence à moins se déplacer, hors confinement bien sûr, eh ben c'est possiblement il se passe quelque chose d'anormal. Mais actuellement, il n'y a pas d'éléments probants, des évaluations scientifiques disant qu'on gagne du temps ou on apporte un bénéfice à utiliser ces éléments, tout simplement parce que ces dispositifs connectés doivent souvent être rechargés, il faut qu'ils soient connectés parfois à un smartphone, qui lui-même est connecté à Internet, et finalement, ce n'est pas encore suffisamment facile à utiliser pour être exploité de façon quotidienne et à large échelle. D'accord. Je me tourne vers vous, Olivier Nataf, le responsable, le patron France d'un grand laboratoire pharmaceutique. Il a intérêt à ce qu'il y ait beaucoup de données qui soient collectées et connectées. De quoi avez-vous le plus besoin? Alors, je pense que on peut se poser la question de ce que nous servent, d'à quoi nous servent les données en fait, de ce que l'on en fait et de pourquoi on en a besoin. Je pense que c'est une première étape assez importante. Et en fait, ce que l'on en fait et pourquoi on en a besoin, c'est d'abord pour comprendre. On se sert des données pour comprendre. Et c'est ce que disait Fabrice, effectivement, comprendre les patients, comprendre l'évolution de la maladie, que ce soit l'histoire naturelle de la maladie, des données épidémiologiques qui peuvent nous servir à mieux appréhender justement une maladie, ou alors des données effectivement liées au patient, aux bénéfices que peut lui apporter une intervention thérapeutique, et donc toutes les données dont on vient de parler. C'est le fameux suivi des médicaments dans la vraie vie, en partie? Alors, c'est une partie, mais il y a aussi, encore une fois, la compréhension de la maladie
maladie, la compréhension du suivi des traitements du patient, la compréhension de ses effets secondaires, la compréhension aussi de l'impact que cela peut avoir sur l'organisation, le système de soins, l'efficience que cela peut apporter. Donc comprendre, c'est une utilisation clé pour nous des données. On utilise des données aussi pour agir. Et il faut que ce soit de plus en plus le cas, c'est-à-dire avoir des données sur le patient qui demandent une nouvelle intervention thérapeutique. Donc c'est ce que disait aussi Fabrice, c'est-à-dire un patient qui va être sous traitement par exemple, mais qui n'est pas contrôlé dans sa maladie, que ce soit un cancer, que ce soit un diabète, que ce soit une maladie cardiovasculaire, un asthme. On a besoin de données pour justement pouvoir agir plus vite, plus précocement, que ce soit initialement dans le diagnostic ou au cours du traitement pour l'aggravation des symptômes. Un dernier point, si je peux me permettre, après agir, c'est aussi servir. Et donc comprendre, agir, servir, parce que servir pour proposer justement au système de soins, aux patients, aux professionnels de santé, des solutions digitales qui vont utiliser des données, qui vont générer des données. Donc des services qui vont rendre la prise en charge plus efficace. Excusez-moi. Non, je vous en prie. Alors, à la différence du médecin qui a besoin des données de son patient pour rendre service à son patient, vous avez besoin de données de masse pour tirer des conclusions. J'imagine que c'est très anonymisé, oui. Et donc ce n'est pas le patient X qui vous intéresse, c'est un phénomène, un développement, éventuellement une copathologie. C'est comme ça que vous fonctionnez. C'est le côté collectif qui est intéressant, et effectivement c'est le côté cohorte, si on peut l'appeler ainsi, que l'on va pouvoir utiliser. Mais encore une fois, le sens de l'utilisation me semble intéressant et important. Ça peut nous permettre de comprendre et de développer effectivement des nouveaux médicaments dans la recherche, mais aussi, encore une fois, comme pour le médecin, de servir. Donc vraiment de servir le patient et de servir le professionnel de santé pour améliorer la prise en charge. Donc il n'y a pas seulement de la recherche ou de la collecte de cohortes, de données de cohortes, mais aussi du développement de services. C'est important dans l'e-santé parce que ça doit avoir un impact sur la prise en charge et le bien-être des patients. Donnez-moi un exemple d'un service que vous pouvez fournir. Alors un service sur lequel on a travaillé avec une start-up qui s'appelle WeFight par exemple, c'est le développement d'un chatbot qui s'appelle Vicasm. Et là du coup, qui s'appelle Vicasm. Oui. Et c'est donc un chatbot qui permet aux patients et aux aidants de poser des questions sur leur maladie asthmatique et donc d'avoir l'intelligence artificielle en fait prépare un certain nombre de réponses qui sont évidemment sous contrôle médical et développées par des médecins et donc qui permet d'informer le patient, l'aidant sur sa symptomatologie ou les questions qu'il peut avoir ou qu'elle peut avoir sur sa maladie. Donc ça c'est un service assez concret. Vous avez parlé d'objets connectés, il peut y avoir aussi des services de ce type, mais ce sont des services concrets que l'on peut proposer dès aujourd'hui aux médecins, aux patients et aux aidants aussi. Important d'impliquer les aidants dans la prise en charge. Très important les aidants. D'ailleurs ils sont de plus en plus présents et c'est une chance et sollicités. Et je crois que c'est une chance actuellement. Alors Maître Bossi-Malafosse, normalement, quand on s'adresse à un avocat, c'est parce qu'on a un souci, mais là, on est, bah oui, quand même, souvent, la vraie vie, elle est comme ça. Là, on est dans le meilleur. Alors, c'est quoi le meilleur pour vous dans ces données connectées Alors, le meilleur, puisqu'on parle de e-santé, vous parliez de données anonymisées, mais en fait, à la base, on a une matière qui est tout à fait particulière, qui est la donnée de santé à caractère personnel, puisque quand on la collecte, tant auprès d'un professionnel de santé que dans le cadre d'une recherche menée par un laboratoire pharmaceutique, on a et quel que soit d'ailleurs l'outil qui permet de le collecter, qu'il s'agisse d'un dispositif médical, d'un objet connecté, d'un dossier médical, d'une recherche particulière, on est dans un cadre juridique extrêmement particulier qui est défini à la fois par les règles de protection des données personnelles, dont on a beaucoup parlé depuis l'entrée en application du fameux règlement européen sur la protection des données, mais aussi des règles du Code de la santé publique qui sont extrêmement précises sur l'utilisation et le traitement des données de santé. Et on sait que récemment, on a renforcé ces dispositions dans le cadre du numérique de santé pour sécuriser la transmission de ces données. Donc j'espère que quand on vient me voir, c'est pour le meilleur. Ce qui est intéressant dans ces projets de numérique de santé, par rapport peut-être à d'anciens projets, c'est qu'on accompagne tout un projet. Et ce projet, il a de multiples facettes, pas seulement juridiques, mais également éthiques, c'est très important, stratégiques. La protection des données personnelles et l'utilisation des données de santé, c'est aujourd'hui un sujet stratégique. Est-ce que j'utilise une donnée directement nominative? Est-ce que je la pseudonymise? C'est-à-dire, est-ce que j'essaye d'atténuer ou d'affaiblir ses capacités d'identification parce qu'à un moment ou à un autre, je n'en aurai plus besoin?
comment je peux les réutiliser, la réutilisation des données de santé aujourd'hui, qui est justement permise par cette collection fantastique de données, ce qu'on appelle un peu le big data de façon peut-être un peu hâtive, mais permet de se dire, bon mon Dieu, j'ai toutes ces données dans des entrepôts de données de santé, mises en place par des personnes publiques, privées, comment je peux le réutiliser au bénéfice de la santé publique. Donc, ce qui est intéressant, le meilleur, je dirais, dans cette matière, c'est que finalement, qu'on soit privé ou public, on tend vers la santé publique et on tend vers une meilleure santé pour tout le monde. Donc, accompagner juridiquement ces projets est bien plus que la seule application d'un texte. Et c'est ça qui est très intéressant. Dans votre réponse, vous associez public et privé. Quand nous avons discuté, nous avons préparé ensemble cette session, la complémentarité, c'est une notion qui est revenue beaucoup. Docteur Denis, vous avez joué à plein pot, on pourrait dire, si je puis me permettre, la complémentarité avec 10 experts de domaines très très différents pour créer un logiciel coronavirus. Racontez-nous un petit peu, parce que c'est une magnifique expérience, et justement, sans l'aide des uns et des autres, vous n'auriez pas réussi aussi vite. Ça, c'est une expérience qui n'était pas spécialement prévue jusqu'au début mars. Néanmoins, vous vous rappelez sans doute, on parlait de stade 2 et de stade 3 épidémique, avec même un stade 1 au départ. C'était dans une ancienne vie, ça. C'était dans une ancienne vie, c'était au mois de février. Et pendant le stade 2, on a commencé à se dire qu'on allait passer en stade 3, parce qu'il n'y avait pas de raison qu'il s'arrête comme ça à la frontière. Et on a, avec quelques amis, commençaient à préparer le terrain à un éventuel engorgement des appels au 15, parce que les gens commençaient à être très inquiets vis-à-vis de cette maladie et au moindre symptôme appelaient le SAMU. Et finalement, on sentait de la part de nos amis régulateurs qu'il pouvait y avoir un souci dans les semaines qui suivaient. Donc on a dit on va faire une application de triage de patients en fonction de leurs symptômes pour les orienter vers le médecin généraliste si les symptômes sont bénins ou vers un appel au 15 si vraiment ça nécessite d'avoir un report de leurs appels vers le SAMU. Bon, ça, c'était l'idée. Et puis, finalement, j'ai reçu un coup de téléphone du professeur Arnaud Fontanet, donc, qui était membre du conseil scientifique d'Emmanuel Macron et chez Pasteur, pour me dire, là, on sent qu'on va aller vers un stade 3 épidémique. Est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose dans le digital qui pourrait nous aider? Et là, en 48 heures, on a réuni tous nos amis, des médecins, des chercheurs, des industriels, des informaticiens. On s'est retrouvés à 90 à la première visioconférence en Zoom à se dire, bon, faut qu'on fasse un outil. Alors heureusement, on avait commencé, je vous dis, quelques jours avant à travailler un peu sur quelque chose. Et in fine, en 10 jours, on a pondu cette application, maladiecoronavirus.fr, qui a été l'application de loin la plus utilisée en France et même en Europe, puisque là, actuellement, on est à 13 millions d'utilisateurs. Elle est totalement anonyme, et gratuite, évidemment. Alors, totalement anonyme, ça veut dire que je me donne... Tout de suite, ça m'intéresse. Oui, alors, est-ce qu'on peut reconnaître quelqu'un qui ne met pas ni son nom, ni son prénom, ni son sexe, etc. On va dire que la probabilité de retrouver quelqu'un à partir des données est plus qu'inférieure à 1 sur 1 million. Parce que vraiment... C'est pas l'objectif. On donne son code postal, c'est ça? On donne ou pas son code postal. Donc, oui. Et son poids et sa taille. Bon, alors effectivement, sur un petit patelin, quelqu'un qui, qui fait 2 mètres. Dans l'absolu, qui fait 2 mètres sur 200 kilos et qui habite... un village de 300 habitants, oui, d'accord. Mais non, on a été appuyé, ça c'était intéressant, on a créé une alliance digitale contre le Covid dans laquelle le cabinet de Gaulle-Fleurance a participé pour justement nous blinder sur le plan juridique très rapidement pour éviter d'avoir des erreurs commises quand on produit quelque chose aussi rapidement. Évidemment, on n'est pas à l'abri. Et finalement, très rapidement, on s'est même entouré effectivement de collèges d'experts et d'avocats. Et le public, comme le privé, comme les académiques, les universitaires, comme les membres du ministère de la Santé, tout le monde a collaboré et chacun a apporté sa touche pour pouvoir produire ce site qui fonctionne encore toujours parfaitement et donne des indications toujours aussi pertinentes. La complémentarité, elle se joue comment chez AstraZeneca actuellement ? Elle est au centre de notre approche de l'innovation et de l'e-santé. On a participé au mois de mars-avril, effectivement, à la coalition Innovation Santé. On a participé aussi à l'Alliance Digitale avec Fabrice. Et la coalition Innovation Santé était aussi partie de cette idée qu'il fallait trouver des solutions innovantes, digitales potentiellement, à l'engorgement du système de soins. Et donc, en partant avec France Biotech, France Digital, MedTech in France, on a réuni plus de 50 acteurs, industriels,
industriels, académiques hospitaliers, la PHP, Vivalto Santé, les pôles de compétitivité Médicène, BPI France, une vingtaine d'acteurs pharma, le LEM, le LIR, le SNITEM, bon, et tout le monde s'est réuni pour finalement, en très très peu de temps, voir 400 propositions de solutions innovantes arriver en à peu près 48 heures. En 48 heures. Et au fur et à mesure, ça s'est analysé. Donc, l'ensemble des laboratoires pharmaceutiques partenaires, les hôpitaux qui étaient partenaires, les cliniques, ont tous contribué en temps humain pour justement analyser ces différentes propositions. Et il y a à ce jour 18 propositions, 18 solutions qui ont été implémentées et qu'on a soutenues financièrement à hauteur collectivement d'environ 2 millions d'euros qui ont donc été investis dans l'e-santé directement à travers ce projet. Vous nous donnez quelques exemples ? Alors, il y a quelques exemples. Je vais parler d'un exemple qu'on connaît bien puisqu'on le soutient, c'est celui de Biosensi qui a créé un bracelet connecté pour suivre justement l'évolution de la fonction respiratoire des patients à distance. Et donc, vous avez évidemment ce concept bien connu, mais finalement pas encore suffisamment adopté, de télésurveillance dans une situation aujourd'hui où des patients qui peuvent avoir une pathologie respiratoire, on veut évidemment les tenir le plus loin possible des hôpitaux ou même de l'extérieur de chez eux dans une période de confinement. Donc on peut, justement, le médecin peut suivre l'évolution de ces patients à distance. Et il y a plusieurs hôpitaux régionaux qui ont adopté cette solution qui se met en application depuis quelques mois. Un autre exemple, juste pour avoir une variété. Alors oui, un autre exemple, Bulle par Mike Charlotte, c'est intéressant parce que là, pour le coup, vous n'êtes pas dans l'objet connecté, vous n'êtes pas dans la télésurveillance ou le suivi du patient, mais vous êtes dans l'accompagnement de la santé mentale du patient cancéreux à domicile. Et donc, cette solution-là propose aux patients, donne aux patients des conseils, du yoga, de l'accompagnement pour pouvoir. C'est même un coaching. Enfin, c'est un coaching digital. C'est une partie très importante de la santé maintenant. C'est une bonne façon de le dire. Et donc, du coup, effectivement, si on peut dire la santé mentale ou l'accompagnement mental et psychologique d'un patient en plus qui a une pathologie sérieuse comme le cancer et qui est isolé dans une situation de confinement, tous les patients qui ont des maladies chroniques et qui malheureusement ignorent un peu les signes que leur corps leur envoie. Et donc ça, c'est une problématique qui n'a échappé à personne et qui est absolument centrale. Oui, c'est absolument central. Alors finalement, la Covid a réussi à faire quelque chose qu'on n'avait pas réussi jusqu'à présent, hein, c'est de faire travailler ensemble toutes ces personnes. Mais il reste quand même toujours une inquiétude sur ces fameuses données. Donc je me retourne vers vous, Maître Bossi Malafox, excusez-moi. Est-ce qu'aujourd'hui on peut être rassuré en France de l'usage qu'on fait de ces données, en France et en Europe, puisqu'on a vu qu'il y avait Gaia-X? Alors, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est vrai, oui, en France et en Europe maintenant, avec le règlement général sur la protection des données, on a un cadre juridique extrêmement protecteur des données à caractère personnel, hein, c'est-à-dire des données qui permettent d'identifier directement ou indirectement un individu. Et au surplus, en France, on a, comme on aime beaucoup légiférer aussi dans ces domaines-là, on a une protection de la donnée de santé à caractère personnel, qui est une donnée particulière par rapport à d'autres, extrêmement encadrée, dont les dispositions dont on a parlé avec le reportage qu'on a vu tout à l'heure sur l'hébergement des données de santé. C'est-à-dire que quand on héberge des données de santé à caractère personnel, eh bien, on doit se faire certifier au regard d'un référentiel de certification extrêmement strict, avec un niveau de sécurité extrêmement élevé. Alors oui, sans tomber dans des nos données, je pense, quand elles sont hébergées par un hébergeur certifié, sont sécurisées. Il se trouve qu'en plus, cette procédure qui est spécifiquement française s'applique si l'organisme n'est pas situé en France, mais souhaite héberger des données de patients français. Donc on est protégé en Europe sur ce plan-là. On a beaucoup parlé récemment, effectivement, avec l'annulation par la Cour de justice de l'Union européenne en juillet dernier de l'accord avec les États-Unis, le fameux Privacy Shield qui permettait, entre guillemets, de sécuriser les transferts de données aux États-Unis. Donc on attend aujourd'hui, et le Comité européen sur la protection des données vient de nous donner quelques guidelines pour pouvoir sécuriser ces transferts de données hors de l'Union européenne. Je dirais qu'autant se saisir d'ailleurs de cette décision de justice pour faire un peu effectivement de nationalisme bien situé, c'est-à-dire effectivement si on peut faire héberger ces bases de données en France et en Europe, c'est mieux.
évidemment, parce qu'on n'est plus sûr du cadre juridique. Et vous savez que c'est un débat aujourd'hui avec notamment l'hébergement des données du Health Data Hub qui contiennent énormément de données. Voilà, donc c'est la même chose pour le privé. C'est pour ça que je ne voudrais pas non plus. Souvent, on est aussi en France un peu à tort, il me semble, à opposer le privé et le public sur ces affaires. Alors, je pense que une des conséquences de la e-santé, c'est qu'on a de plus en plus de projets qui nécessairement associent les deux. Soit parce que l'État est régulateur, il est dans son rôle, et que le privé est opérateur, il est dans ce rôle. Et justement, il ne faudrait pas que l'un prenne la place de l'autre. Je pense que c'est plus complémentaire. On le voit dans les grands projets d'entrepôt de données où, qu'on soit HDH, Health Data Hub du côté public, on associe des projets qui proviennent du privé parce que c'est complémentaire et parce que c'est de nature à enrichir nos bases de données. Et de la même façon, des projets privés ont souvent la volonté d'y associer les représentants de la puissance publique pour avoir l'appui du régulateur. Donc ne les opposons pas. Il est vrai, et même si en tant que juriste, je devrais m'en satisfaire, mais je ne m'en satisfais pas tout le temps, je trouve qu'encore, dans les conditions d'accès aux données de santé, en particulier dans les conditions d'accès aux données du HGH, je ne comprends pas très bien qu'on ait des différences encore si marquées entre le public et le privé, que les compagnies d'assurance ne puissent pas accéder à ces données facilement, évidemment, mais c'est dans la loi depuis bien longtemps, mais je ne vois pas pourquoi certains laboratoires pharmaceutiques, certaines entreprises privées, d'ailleurs, dès lors qu'elles ont respecté les référentiels de sécurité et d'interopérabilité, qu'elles ont montré patte blanche, pourquoi est-ce qu'on leur rajouterait une couche de formalités ou de procédures pour accéder à ces données? Voilà, mais c'est une opinion personnelle et je pense qu'on a intérêt à avancer dans ce sens-là. Je voudrais que vous réagissiez tous les deux sur ces propos. Clairement, il y a encore deux poids, deux mesures pour l'accès à ces données. Le Health Data Hub, est composé de données pour beaucoup issues du SNIRAM, c'est-à-dire de la base de données de la sécurité sociale, qui est la base de données médicale la plus puissante, la plus précise du monde probablement. C'est-à-dire qu'avec cette base de données, théoriquement, on peut savoir exactement à l'euro près combien coûte un patient dans son parcours de soins, quelle que soit sa maladie. Et on est censé savoir aussi pourquoi un médication est donné hors indication. On peut savoir aussi... C'était un vrai sujet, ça. C'était l'histoire du Mediator. On va citer ça en disant mais il a été énormément prescrit, la Sécu a les chiffres et elle n'avait pas le droit de les utiliser. En tout cas, il y a des chiffres qui ne sont pas utilisés dans cette base de données et qui feraient gagner énormément de temps à l'État aussi, à la sécurité sociale elle-même, qui ne l'utilise pas non plus autant qu'elle le pourrait. Mais c'est surtout sur le plan, je dirais, de l'évaluation des médicaments, par exemple ceux qui viennent d'arriver, qui sont en vie réelle, comme on dit, ces données elles pourraient être très performantes et très pertinentes pour vérifier que le produit continue d'être bien toléré. Un exemple tout simple, un nouveau médicament, par exemple le Mediator version 2 sortirait, on verrait une explosion des chiffres d'échographie cardiaque. Il serait assez simple de faire le lien entre le fait qu'il y a de plus en plus d'échographie cardiaque chez des patients qui prennent du Mediator et se dire qu'il y a une toxicité cardiaque inattendue du Mediator. Ça s'appelle la pharmacovigilance. Elle n'est pas bonne dans notre pays? Non, parce que la pharmacovigilance, ça reste encore très compliqué, et pour les médecins et les patients aussi. Théoriquement, les deux peuvent signaler un élément de pharmacovigilance sur les sites de pharmacovigilance. Mais faute de temps et faute... finalement de facilité d'accès à ces sites et à ces déclarations, la pharmacovigilance en temps réel, elle est très en dessous de ce qu'elle pourrait être. C'est un handicap pour vous, industriel du médicament, qu'il n'y ait pas une pharmacovigilance qui soit plus rapide? Je ne sais pas si la pharmacovigilance, c'est vraiment c'est un élément, mais ce n'est pas forcément le cœur du sujet. Je pense que par rapport à ce que vous disiez, ce qui est important, c'est le mot confiance. Et c'est ce que vous disiez aussi par rapport aux acteurs du privé. Et donc, pour qu'il y ait la confiance, il faut montrer patte blanche, effectivement, mais il faut aussi collectivement faire la même chose et sans doute autour d'un tiers de confiance. Et c'est ça qui, dans le collectif, collectivement, c'est-à-dire l'ensemble des laboratoires pharmaceutiques, par exemple, mais aussi les centres de recherche académiques, les hôpitaux, les cliniques, tous ceux qui font de la recherche, les biostatisticiens, par exemple, les scientifiques qui font de l'intelligence artificielle. Et il faut un tiers de confiance pour que l'ensemble de ces acteurs puissent travailler ensemble pour faire une utilisation des données qui apporte
de la valeur. De la valeur, ça veut dire de la valeur économique, ça veut dire de la valeur évidemment en santé, pour les patients, pour le système de santé. On ne peut pas, par exemple, si vous disiez sur l'utilisation de médicaments hors AMM ou des utilisations diverses et variées qui ne sont pas forcément testées, il faut pouvoir avoir des systèmes de pay for performance, comme on dit. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire concrètement parce qu'on n'a pas ce suivi de la donnée de confiance qui peut être utilisée, que ce soit vis-à-vis des autorités de santé ou même au sein de nos laboratoires pour générer des idées de recherche. Donc tout ça, c'est extrêmement important pour continuer à alimenter l'amélioration des pratiques médicales et de la recherche, et puis ce contrat de confiance qui doit exister entre les différents acteurs publics et privés quand il s'agit d'utiliser et de récolter de la donnée. Ouais. Est-ce que ça va être encore plus compliqué en France? On parle toujours d'un millefeuille administratif. Est-ce que ça, c'est un frein, à votre avis? Alors, ça dépend comment on l'applique et comment on le gère. Hein. Le droit est une matière qui peut être un peu molle par moment, donc tout l'intérêt, c'est d'avoir des règles et de savoir les appliquer au mieux des projets qui sont conduits. Les questions qu'on pose là aussi, c'est la nécessité, parce qu'on dispose, de par l'évolution des techniques, de plus en plus de données, d'avoir des données en vie réelle. Parce que qu'est-ce qu'il faut? Il faut prévenir et puis il faut pouvoir évaluer. Et pour faire cet exercice, il faut des données en vie réelle. Et c'est vrai que jusqu'à présent, les bases qu'on appelle historiques, qui sont dans le Health Data Hub, qui sont effectivement les bases de l'assurance maladie, mais aussi celles des hôpitaux, les centres des causes médicales de décès, sont des données qui sont d'une très grande richesse, mais quand on veut les utiliser, elles ont déjà 2 ans d'existence. Donc on a sur le plan public développé depuis une loi de 2019 la possibilité d'avoir des catalogues de données en vie réelle dans le HDH, qui est une très bonne chose, c'est-à-dire on va avoir des données issues des dossiers médicaux, de la médecine scolaire, de toute une série de données produites en vie réelle. Et sur le plan, je dirais, industriel, on avait développé depuis quelques années le post-AMM. Maintenant, par exemple, on a les RTU, ce qu'on appelle les recommandations temporaires d'utilisation, qui vont permettre justement d'utiliser et d'évaluer surtout donc ça permet, pour ceux qui ne connaissent pas bien, de donner un médicament avant qu'il ait eu accès au marché. Avant l'autorisation de mise sur le marché, avant la fameuse AMM, mais ces recommandations, elles doivent se nourrir de données en vie réelle. Et donc l'objectif aujourd'hui, dans le respect de toutes les réglementations possibles, évidemment, et je m'y attache dans mes fonctions, c'est de pouvoir développer ces bases de données de vie réelle, parce que c'est à partir de là qu'on pourra prévenir une épidémie, qu'on pourra peut-être l'évaluer de façon plus précise pour prendre les bonnes mesures. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, parce que je voulais revenir sur cette notion de données en vie réelle, parce qu'on en parle souvent, mais il n'y a pas une vie réelle et une vie irréelle. En tout cas, la vie irréelle, c'est les essais cliniques randomisés, les essais cliniques contrôlés. Et donc là, quand on est en vie réelle, quand on fait justement un suivi dans la pratique, on se retrouve dans une situation qui correspond à la réalité justement de la prise en charge, à la réalité des patients et des soignants. Et dans ce que vous disiez par rapport au processus d'autorisation temporaire d'utilisation, ou de RTU. En ce moment, dans le PLFSS 2021, il y a une réforme de l'accès précoce en ce moment en France qui est ambitieuse et qui justement prend en compte la possibilité de recueillir des données. Et donc, il va falloir s'asseoir autour d'une table pour savoir comment les choses vont être faites pour pouvoir, on l'espère, les utiliser, ces données de vie réelle, d'utilisation temporaire, d'accès précoce, pouvoir les utiliser dans l'évaluation ensuite du médicament au moment de son évaluation par la HAS. Parce que quand un médicament, je vous donne la parole tout après, sous ATU, quelles données remontent à vous, industriels du médicament? C'est ça, c'est-à-dire qu'il peut remonter des données effectivement anonymisées, mais c'est pour ça que je reviens sur ce que je disais au début. Quelle utilisation légitime de confiance de ces données pour qu'elles soient versées, encore une fois, en toute confiance, dans un dossier qui va être pris en compte par les autorités de santé. On n'en est pas encore là pour pouvoir avoir ces données, c'est une bonne chose déjà, mais les utiliser d'une manière qui va apporter justement de la valeur et faire une différence. Alors ces données, elles transitent souvent par le médecin? Oui, forcément, elles transitent par le médecin dès lors qu'on s'intéresse au suivi du patient et à son évolution. En oncologie, ce qu'on veut savoir, c'est si les rechutes ont lieu plus tard et s'il y a moins de décès avec le médicament. C'est forcément le médecin qui va remplir ces éléments et les fournir au laboratoire et faire des données finalement de suivi en vie réelle de ces patients. Mais les difficultés pour les laboratoires, c'est effectivement d'avoir des nombres suffisants de patients avec une surveillance suffisamment longue.
Ce sont des choses qui, au moins en partie, peuvent être obtenues avec le Health Data Hub en vie réelle, au long cours, sur des grosses populations. Ce n'est pas encore tout à fait, on va dire, fluide. Oui. C'est le moins qu'on puisse dire. Je confirme. Mais il faut quand même voir qu'on perd pratiquement 1 an à chaque fois qu'un nouveau médicament sort une phase 3 positive, donc semble avoir un effet bénéfique. Entre le moment où tout le monde, même la presse, voit que ce médicament est efficace et le moment où Monsieur X, avec l'indication, l'aura, cette année, clairement, elle pourrait être raccourcie à 1 ou 2 mois. Parce qu'une fois qu'on a accès à ces données, on voit tout de suite si on a les premiers résultats de réponse objective ou de première rechute qui sont collés aux résultats de la phase 3. Et c'est clairement sous-utilisé et on perd 1 an à chaque fois, quand ce n'est pas 2. Est-ce que c'est pareil à l'étranger? On va parler de l'Allemagne, puisqu'il y a un accord franco-allemand qui a été signé avec Gaia-X. Ils sont plus performants que nous, nos voisins allemands? Alors, sur le plan juridique, encore une fois, on a les mêmes règles sur le plan de la protection des données personnelles. Et l'Allemagne, d'ailleurs, a toujours eu une tradition d'application de ces principes de protection des données extrêmement stricts, et d'ailleurs par moments plus rigides qu'en France, ah oui. Alors même que nous étions, nous, à l'origine de la loi informatique et liberté il y a 40 ans. Donc ils ont une tradition culturelle extrêmement stricte. Donc sur le plan de la protection des données personnelles, il n'y a pas de... Après, sur les dispositions qu'on appelle, nous, le Code de la santé publique, ils ont les leurs, évidemment, mais qui sont assez similaires aux nôtres. Et comme je le disais, nous, par exemple, on a développé un processus de certification spécifique pour l'hébergement des données de santé, mais chacun a finalement des exigences similaires. Donc je ne vois pas beaucoup de différence. Et il faut bien voir que le terme de certification, de normalisation, sont des termes internationaux. Et toutes ces règles, elles sont discutées au plan international par des organisations qui se réunissent avec des représentants de chaque pays, exactement comme en matière de protection des données, pour aller vers le même niveau de protection. Par exemple, si on parlait de la réglementation HIPAA américaine sur la gestion des données de santé, elle est aussi stricte, voire plus stricte que la nôtre. Voilà, donc je dirais qu'il n'y a pas en Europe et dans les pays, les États de droit et les démocraties qui protègent les données personnelles, il n'y a pas de différence extrêmement importante. Peut-être, effectivement, vous aviez raison de le souligner, en France, on est très procédure, il faut bien le dire, et donc on a peut-être des procédures un peu plus longues et un peu plus compliquées à appliquer que dans d'autres pays. Votre laboratoire est international. Est-ce que la France est le pire pays? Ah non, je dirais pas ça. En revanche, je peux vous donner 2 exemples pour construire sur ce que disait Fabrice et sur les données, par exemple, de phase 3 qui sont publiées dans des grands congrès internationaux où tout le monde a accès à la science et on a envie que les patients en bénéficient. Et heureusement, en France, donc, on a l'accès précoce qui est quand même un processus de soumission, etc., mais qui est aussi intéressant par rapport à justement la possibilité d'avoir accès à ces médicaments innovants avant le remboursement ou la mise à disposition sur le marché, et même avant l'AMM parfois. Aux États-Unis, notamment en cancérologie, il y a 2 pratiques qui me semblent extrêmement louables et intéressantes. La première, c'est celle de l'organisme qu'on appelle le NCCN, qui en fait émet un certain nombre de recommandations sur la stratégie thérapeutique. Qu'on peut comparer à quel organisme chez nous? Aucun. Il y en a pas vraiment. Disons qu'il peut. Voilà. Oui, la HAS, la Haute Autorité de Santé, mais disons que les sociétés savantes de différentes spécialités, l'ESMO par exemple, pourraient aussi émettre des recommandations. Mais le NCCN donc émet des recommandations et les met à jour de manière extrêmement rapide et a ce qu'on appelle une liste de médicaments innovants hors AMM qu'ils appellent le compendia. Et à partir du moment où un médicament dans une indication va être sur cette liste de compendia, les assurances privées et publiques, d'ailleurs, Medicare, Medicaid, peuvent rembourser le patient qui aura bénéficié de ce médicament de manière très rapide. Et je crois que les freins, juste pour compléter votre propos, les freins sur ce sujet sont liés, c'est toujours lié à l'histoire et à la façon dont on l'a vécu. C'est vrai que les derniers scandales sanitaires en France ont quand même été marqués par l'utilisation de médicaments hors AMM ou avec des conséquences, dans certains cas, dramatiques. Donc, qui ont perduré surtout. Exactement. Donc, il
y a une espèce de frein psychologique, donc il faut faire attention. Alors il faut regarder effectivement avec le recul, puisque les médicaments utilisés dans le cadre d'un compendium du NCI, ça fait des années de recul que l'on a, donc il faudrait peut-être faire un bilan du risque qui a été effectivement constaté ou pas. Et le deuxième processus qui est extrêmement intéressant, et là qui est d'actualité pour l'Agence européenne du médicament, l'EMA, c'est un processus que les États-Unis ont, la FDA a en particulier en oncologie, qui est un processus de rolling review, comme ils appellent ça, donc d'évaluation dynamique, on peut dire roulante, des données. C'est-à-dire qu'au lieu de faire ce que l'on fait d'habitude, on fait des études précliniques de phase 1, de phase 2, de phase 3, on compile bien tout ça, on donne un gros dossier et on attend. Eh bien, en fait, là, on a la possibilité de soumettre à l'évaluation de la FDA les données de phase 1, de phase 2, et puis ils vont commencer le travail, et puis dès qu'on en a des nouvelles, on leur soumet, et donc ils continuent le travail. Oui, on n'attend pas que la pile. C'est ce que l'agence, exactement, c'est ce que l'Agence européenne du médicament a décidé de faire pour les vaccins contre le Covid. Ah, c'est une bonne nouvelle, voilà, ça. donc il y a un processus roulant pour Vous l'évaluation êtes directement engagé dans ce combat. Là. Entre autres, oui, absolument. Mais c'est intéressant que ces processus d'évaluation dynamique, que j'aime bien l'appeler comme ça, soient peut-être entérinés. Et c'est vrai que le développement du numérique avec son corollaire qui est l'accumulation de big data, enfin de bases de données, de tonnes de data, comme vous disiez en introduction, permet aussi de travailler sur le processus des recherches impliquant la personne humaine. Et par exemple, au lieu d'aller recruter des patients dans des services hospitaliers de spécialité, ce qui est très long et très fastidieux, eh bien, on utilise des bases de données où on va accélérer déjà ce processus de recrutement des patients. Ouais. Et donc, petit à petit, on avance, comme vous le disiez, pour améliorer ce processus qui conduit à la mise en place d'une recherche impliquant la personne humaine, mais qui doit rester, et là aussi, la Covid-19 nous a donné quelques exemples, quand même respectueux des règles scientifiques reconnues par la communauté scientifique. Alors, notre session s'appelait « Pour le meilleur en évitant le pire ». Alors, le pire, il y a un mot qui me vient à l'esprit comme ça rapidement, et c'était en plus dans l'actualité ce matin, c'est le piratage. Le piratage des données, c'est une vraie inquiétude pour les gens. En ce moment, apparemment, il y a pas mal d'actions qui sont menées. Comment vous vous protégez ? Alors effectivement, c'est une question technique compliquée dont je vais reconnaître tout à fait que je ne suis pas le spécialiste. Ouais. On a dans notre entreprise et dans beaucoup d'entreprises des équipes complètement dédiées à ça au niveau informatique. Ce qui est important aussi, je pense, c'est l'employé lambda comme moi qui suis maintenant formé justement au bon réflexe, au bon geste barrière contre le piratage informatique. Et on a vraiment une formation en tant qu'employé manifestement, le vaccin contre la Covid a généré pas mal de pour éviter le phishing, pour reconnaître dans les emails. Donc on est formé annuellement contre le piratage informatique. Oui, c'est un phénomène effectivement qui se développe de plus en plus et l'épidémie l'a montré récemment. Et donc, il faut absolument que les entreprises se protègent en se préparant. Et quand vous disiez la sensibilisation, on s'aperçoit qu'une grande partie des problèmes de sécurité sont d'origine humaine. Donc, ne serait-ce que d'avoir, ça peut paraître trivial, mais un mot de passe qu'on change régulièrement, et une sensibilisation. Donc, c'est prévenir. Déjà, avoir des mots de passe. Voilà, d'abord avoir des mots de passe. Et pas mettre la fiche avec tous les mots de passe dans l'ordinateur aussi. Et puis, savoir réagir en cas de problème, c'est-à-dire faire des études immédiatement permettant de détecter le problème de sécurité, de documenter la preuve informatique, qui est un sujet qui doit être beaucoup plus traité aujourd'hui par les organisations, et puis le cas échéant, réagir, c'est-à-dire porter plainte auprès du procureur de la République, notifier la violation auprès de la Commission nationale informatique et liberté, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut se prévenir de cela, et depuis l'épidémie, le développement du télétravail, c'est incroyable le nombre de cyberattaques au sens large du terme qui sont commises ou qui tentent d'être commises, effectivement. Pour le pire, on a eu, pendant la Covid, on a observé que des personnes en fait créaient des sites internet pour justement faire de l'aide au diagnostic des patients, sans s'appuyer sur un collège d'experts, sans s'appuyer sur des algorithmes, alors que pourtant, dans le cas présent, les algorithmes que l'on a créés, on les a mis en open source sur le site du ministère, donc il y avait juste à les recopier. Malgré tout, on a observé des personnes pas spécialement bien intentionnées créer des applications pour aider au diagnostic avec des erreurs
Mais là, c'était pour faire de l'argent. C'était pour faire de l'argent, c'était pour aussi créer une base de données, parce que mine de rien, on crée une base de données en faisant un site comme cela, et cette base de données, elle peut être parce que tous utile. les gens qui s'inscrivent, on laisse leur adresse. Eh bien, bien sûr, ils laissent leur adresse, et puis ça peut aussi donner naissance à une base de données sur les symptômes, sur les orientations, etc. Donc, effectivement, il y a l'élément de protection vis-à-vis du piratage, mais il y a aussi l'élément de protection de la pertinence médicale et scientifique. Et ça, il faut s'abriter derrière des applications e-santé qui sont validées par des collèges d'experts et validées par des évaluations cliniques. Le site internet que l'on a créé, il a été validé donc par un board de plusieurs dizaines d'experts, et surtout, les résultats ont été publiés dans des revues scientifiques internationales. Et ça, c'est quelque chose qui protège en termes de pertinence du dispositif, plutôt que de créer quelque chose sur un coin de table et puis après de produire des données dont on ne sait pas ce qu'elles vont devenir. Mais les principaux fauteurs sont souvent les usagers. On en a parlé hier. Ces personnes qui prennent une photo d'une lésion cutanée et qui la mettent sur Facebook, bon, je veux dire, il y a aussi un manque d'information du patient, enfin de l'individu que nous sommes tous. Est-ce que dans ce domaine-là, vous pensez devoir et pouvoir agir? Alors, ça, c'est un peu l'éternelle question. On ne peut pas être derrière chaque personne, et surtout, il ne faut pas l'être. Parce qu'on est libre, quand même. Oui, on est déjà confiné. Voilà. Oui, non, je sais bien. Quelqu'un qui, de son propre chef, fait une photo, je ne sais pas, d'une lésion dermatologique et la met sur Facebook, soit il est libre, il fait ce qu'il veut, etc. Il ne faudra pas qu'il vienne se plaindre après qu'on ait pu utiliser. S'il a lu les conditions générales d'utilisation de Facebook ou de Google. Vous avez déjà lu la totalité. Il y a des avocats qui ont passé beaucoup de temps à les rédiger. Espérons qu'elles sont lues de temps en temps. Et donc, voilà. Et ces conditions générales ont pour objet de leur rappeler leurs droits, l'utilisation qui peut être faite de leurs données. Après, on ne peut pas... La seule chose, c'est qu'à partir du moment, effectivement, où la donnée de santé à caractère personnel rentre dans le cadre de l'administration des soins, de la prévention, de la réutilisation, là, on rentre dans un cadre juridique qui est protégé et dont on doit respecter les règles. Et le pire de la e-santé, ce serait justement quand même qu'il y a un risque pour les datas, c'est-à-dire qu'il faut effectivement respecter ce cadre juridique et fonctionnel, c'est-à-dire tous les référentiels de sécurité et d'interopérabilité, l'authentification forte, la certification de l'identité, il y en a toute une liste, etc. Parce que, alors peut-être ça peut paraître compliqué, peut-être la première marche peut paraître un peu haute, mais c'est la condition pour que nos données de santé qui touchent à notre intimité soient respectées. Et le pire également, ce serait qu'il y ait ce développement de la e-santé finalement aboutisse à, on parle beaucoup de la fracture numérique, mais quand même quelque part ça peut être une réalité. C'est-à-dire il ne faudrait pas qu'il n'y ait que la e-santé pour pouvoir soigner les gens, parce que tout le monde n'a pas cet accès facile à la e-santé comme la possibilité de l'utiliser. Et je lisais ce matin ou hier au journal officiel qu'on continue encore à assouplir les règles de la télémédecine, la téléconsultation. Vous savez qu'au bénéfice, il y a bien un bénéfice de la Covid-19, on a considérablement ouvert les vannes sur les conditions du recours à la télémédecine, qu'il s'agisse de télésurveillance, surtout téléconsultation. Je pense que d'un côté, c'est une bonne chose, parce que là, pour le coup, on avait vraiment un cadre juridique qu'on avait déjà un peu assoupli, mais qui restait encore quand même assez lourd. Mais faisons quand même attention, c'est-à-dire qu'un simple coup de fil devient une téléconsultation. Est-ce que c'est complètement raisonnable dans tous les cas? Donc, il faut faire attention au parcours de soins de la personne et à sa prise en charge quand même aussi. La téléconsultation rend très très grand service. On a récemment organisé un forum avec les maires ruraux de France. Oui, absolument. Et ça, dans les petites communes, une cabine de téléconsultation, c'est une vraie... Il faut que ce soit fait correctement. Alors en fait, il y a la téléconsultation optimale avec effectivement une cabine, une caméra, voire même une infirmière qui fait les examens. Ça, clairement, c'est très peu déployé parce que c'est coûteux, ça demande l'achat d'une cabine, effectivement. Voilà. C'est quand même pas mal, surtout dans des situations géographiques où le manque en médecins généralistes est patent. Enfin, moi, dans mon département, en Sarthe, il y a 25% de Sartois qui n'ont pas de médecin généraliste. Donc là, voilà. Et il n'y a pas que ce département. Donc, c'est mieux que rien, la téléconsultation. Bien sûr, on n'examine pas les patients de la même façon, mais entre ça et rien, c'est mieux. Après, il y a encore un peu moins bien, mais quand même mieux, c'est effectivement le coup de fil. Et ça, effectivement, il faut sélectionner des indications et des populations très particulières. Nous, en oncologie, on en a fait énormément, des téléconsultations ou des phone calls, des consultations téléphoniques. Mais pour une catégorie de patients très particuliers, ce sont les patients avec un cancer de prostate en rémission et que l'on surveille après leur traitement.
mais pour lequel il y a ce fameux PSA, cette prise de sang qui permet de savoir si le cancer revient ou pas. Et lorsque l'on a le patient au téléphone et ce résultat de prise de sang, on peut tout à fait conduire une consultation pertinente, et ça a même été évalué dans une grosse étude clinique anglaise qui montrait que dans cette situation ciblée de personnes vraiment optimales pour une téléconsultation téléphonique, il y avait 0 perte de chance. Donc si on fait par contre un suivi de patients instables en oncologie ou en cardiologie avec un simple coup de fil, ça ne va pas être possible. Et pareil, effectivement, faire des consultations téléphoniques en 30 secondes et faire une facture, ce n'est pas possible non plus. Il faut vraiment un minimum de pertinence clinique et de ciblage. Faire une téléconsultation à un patient qui habite à 500 mètres, ce n'est pas forcément aussi utile que d'en faire une à un patient âgé qui habite à 80 km. Et pourtant, le patient à 500 mètres, en cette période en tout cas, dira, si je ne vais pas dans la salle d'attente de mon médecin, je prends moins de risques que si j'y vais. C'est vrai aussi. De toute façon, les patients ne voulaient plus venir en établissement de santé par crainte d'attraper le virus, qui était au moment des vagues épidémiques effectivement un peu le risque. Bon, là maintenant, il semble qu'on s'en éloigne un petit peu. Néanmoins, ça reste pour certaines indications beaucoup mieux que rien, c'est-à-dire l'abandon de soins comme on l'a pu l'observer à la première vague pour certains patients avec un cancer. Pour terminer, il nous reste très peu de temps. En une phrase chacun, les leçons positives de la e-Covid et de la révolution que ça a générée. Le développement peut-être du numérique et l'acceptation, surtout la prise en compte de ces nouveaux modes de transmission d'informations au bénéfice de la santé publique. Les patients ont fait confiance à certains outils numériques. On ne pensait pas avoir des millions et des millions d'utilisateurs d'une application e-santé. On disait toujours, oui, la e-santé, c'est utilisé que par les geeks. Finalement, on a vu qu'à grande échelle, lorsque c'est bien fichu et qu'on protège en grande partie les gens vis-à-vis de leur identité, eh bien, on peut avoir de bons résultats et cliniques et d'utilisation. Et pour vous et l'industrie pharmaceutique en général? Oui, un gain ou un regain d'intérêt de l'e-santé, et donc en particulier la naissance de collectifs, encore une fois, qui a été extrêmement positive. Il va durer. Et ça va durer, et ça dure d'ailleurs. Oui, ça dure. C'est important. Et une certaine aussi humilité vis-à-vis des données scientifiques, en particulier pour la connaissance et la compréhension de ce virus, et donc la nécessité de bien comprendre les choses. Et donc on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, et donc il faut se poser des questions, et il faut du coup avoir des informations, des données, pour comprendre. Je vous remercie tous les trois, c'était vraiment passionnant. Merci beaucoup. Nous allons continuer notre programme. Nous arrivons maintenant à la troisième séquence des 3 sphères, où des experts du numérique en santé viennent compléter les propos des tables rondes en illustrant la réconciliation de ces fameuses 3 sphères, familiale, médico-sociale et médicale, à l'aide du numérique. Alors, il y a à mes côtés, le voilà qui arrive, Fabrice Dufaux, qui est le directeur général adjoint de DocaPost. Bonjour. Nous devions retrouver en vidéo Hubert Méchin, qui malheureusement a un problème de santé, mais nous avons la chance de retrouver David D. Amorim. Je vous laisse prendre la main, David. Et oui, on rentre maintenant dans la séquence des 3 sphères où des experts du numérique vont venir illustrer ce qui a été dit tout à l'heure. On a parlé beaucoup des geeks, on est tous devenus geeks avec la crise du Covid, ou presque, ou beaucoup plus. On a vu en tout cas des applications avec des millions d'utilisateurs, des dizaines de millions. Et finalement, tout ça s'est aussi rendu possible parce qu'on a un sujet de confiance numérique. Donc peut-être aussi parce qu'on a plus confiance, parce qu'il y a plus un cadre aussi réglementaire qui nous protège. Et finalement, moi j'ai envie de poser la question à Frédéric. Pourquoi est-ce qu'il est important de créer... C'était Fabrice tout à l'heure. Excusez-moi. Pourquoi est-ce qu'il est important de créer une zone de confiance numérique qui s'appuie sur la souveraineté, l'éthique et la e-santé? Alors, comme on l'a vu dans les échanges précédents, l'objectif de DocaPost, dans le domaine de la santé en particulier, est de simplifier les usages des personnes privées, des entreprises, qu'elles soient publiques ou privées. Et dans le domaine de la santé, ça ne pourra se faire que par une confiance numérique. Le débat précédent a évoqué le sujet des données de santé. Et je crois que la crise de la Covid-19 a en effet provoqué tout d'un seul coup une prise de conscience, mais au fait, elles sont où ces données? Donc ça a été longtemps débattu dans le débat précédent, le Privacy Shield qui est tombé, et d'où le fait que des initiatives ont vu le jour,
La dernière en date, c'est le projet Gaia-X qui a été lancé le 4 juin par les ministres de l'économie et des finances respectifs d'Allemagne et de France, Bruno Le Maire et M. Altmaier. Cette initiative, dont DocaPost est membre fondateur, vise à créer une infrastructure de cloud ou d'hébergement de données européennes, des deux côtés du Rhin pour commencer, pour faire simple, mais qui a vocation à être à une vraie échelle européenne, avec l'environnement de certification et de sécurité qui permet de savoir que ces données sont stockées en toute confiance. DocaPost, en tant que membre fondateur, apportera à cette infrastructure, d'une part, son expertise d'hébergeur, puisqu'on est nous-mêmes hébergeurs de données de santé, de cloud, puisque nous avons nous aussi un cloud privé que l'on met à disposition de nos clients privés ou publics, et l'hébergement au-dessus de cette infrastructure de stockage d'applicatifs, en particulier d'applicatifs de santé, comme par exemple la fameuse application maladie coronavirus, qui est aujourd'hui hébergée dans nos data centers. Mais du coup, Frédéric, là, on parle de grands projets monumentaux, mais on est quand même un peu à un moment où on est plutôt dans l'ère de la mode du small is beautiful. Est-ce que tu ne crains pas que ça soit des trop gros projets qui, au final, n'aboutissent jamais? Est-ce qu'on a des exemples concrets où ça marche? Je crois qu'il faut tout pour faire un monde et les deux marchent. Les deux marchent. Le premier exemple, alors c'est peut-être pas connu, mais donc DocaPost est le premier hébergeur de données de santé en France, avec plus de 45 millions de dossiers médicaux qui sont hébergés et exploités dans nos infrastructures. La grosse contribution vient d'un grand projet que nous opérons et que nous exploitons depuis plus de 10 ans, qui est le dossier pharmaceutique. Le dossier pharmaceutique, pour faire très simple, chacun d'entre vous a aujourd'hui dans sa pharmacie, normalement, un dossier pharmaceutique qui permet, sur une fenêtre glissante de 30 jours, de suivre les prescriptions, qui permet aussi, quand vous êtes sur votre lieu de vacances et que vous avez oublié votre ordonnance, d'aller voir votre pharmacien et d'obtenir la prescription qui peut être importante pour vous, quand il s'agit d'un traitement récurrent, par exemple. Donc ça, c'est un dossier qui est aujourd'hui exploité, piloté, pour le compte de la Confédération nationale des pharmaciens depuis plus de 10 ans. Et d'ailleurs, nous venons d'être renouvelés sur ce dossier. Donc ça, c'est un grand projet. Donc le deuxième grand type de projet, et je pense qu'il ne faut vraiment pas les opposer, ce sont les pierres angulaires que le Ségur de la Santé a reconfirmé, que sont le dossier médical partagé, qui est la pierre angulaire, le référentiel, et il a longtemps été évoqué précédemment en tant que source de données importante. Le futur espace numérique de santé, qui va être un canal d'accès privilégié, en particulier au dossier médical partagé. Donc ça, c'est des grands projets qui sont des pierres fondatrices d'une infrastructure partagée. DocaPost se veut être le partenaire privilégié de cet écosystème de santé au sens large, qui va permettre d'une part d'accompagner le patient, ou le non-patient d'ailleurs, on n'a pas forcément besoin d'un système de santé quand on n'est pas malade non plus, dans son parcours, depuis l'admission, son parcours en médecine de ville, sa sortie d'hôpital, le domaine paramédical pour accompagner la sortie de l'hôpital, et ainsi de suite. Et donc c'est là, quand on parle des trois sphères, c'est bien ces trois sphères que DocaPost souhaite réconcilier au milieu d'un écosystème complet, la sphère médicale, la sphère médico-sociale et la sphère familiale, puisqu'on vit tous dans cet écosystème complet depuis le moment où on est jusqu'au moment où on décède. Ça, c'est des grands projets et on a besoin de ces pierres angulaires pour constituer des référentiels qui sont, quelque part, je dirais, des balises. Au milieu de cet environnement, il y a des besoins aussi, en effet, de projets extrêmement réactifs, extrêmement dynamiques, agiles. L'application maladie coronavirus est un exemple. Je peux citer un autre exemple d'une société d'ailleurs que nous venons de racheter, qui est la société Icanopé, qui au départ est spécialisée dans les connecteurs de logiciels médicaux vers le dossier, le DMP. Donc c'est une start-up, c'est ça? C'est une start-up. Ils sont 10, extrêmement brillants, extrêmement dynamiques. Ils sont partis de là et aujourd'hui, on voit bien que ce même connecteur, on arrive à le mettre à disposition du fameux dossier pharmaceutique dont j'ai parlé, qui est en train de s'ouvrir au dossier pharmaceutique. On le met à disposition de la messagerie sécurisée de santé que la DNS est en train de lancer, et ainsi de suite. Donc on voit bien que
des petits éléments comme le logiciel d'Icanopé vient contribuer à interconnecter ces différents piliers que sont les grands projets dans le domaine de la santé. Donc on n'oppose pas les grands projets, les petits projets, on crée les passerelles entre les deux pour qu'ils puissent fonctionner ensemble et finalement pour que toutes ces applications ne vivent pas hors sol et puissent demain alimenter ces grands systèmes nationaux, favoriser la recherche, faire des avancées scientifiques majeures, etc. Mais du coup, là on le voit, on peut remonter sur la chaîne de valeur dans l'analyse de la donnée. Comment est-ce qu'on y va du coup est-ce qu'il y a des solutions qui émergent? On parlait beaucoup de données de vie réelle, par exemple dans le monde de la pharma. Je crois que l'atelier précédent a longtemps débattu sur l'intérêt de manipuler ces données dans des environnements sécurisés, sécurisés au sens protection de la donnée, mais aussi sécurité en termes de protection de la vie personnelle de chacun. Hein. Donc comment on fait pour à la fois combiner des usages statistiques avec la protection de données particulières, mais néanmoins, comme c'était bien exprimé par Olivier Nataf précédemment, avec, ou Fabrice Denis, des vraies données, quoi, des données qui sont dans la vie réelle pour mesurer réellement l'efficacité, par exemple, thérapeutique d'un traitement. Donc là, il y a des outils qui sont en train de se créer, de se répandre sur le marché. On vient récemment, toujours dans le même domaine, et là aussi c'est une start-up, racheter une société qui s'appelle InAdvance, hein, dont Hubert Méchin, qui devait être là, est le président, hein, mais voilà, il a été retenu. InAdvance, c'est une société qui est spécialisée dans l'accompagnement des projets de données de santé sur la partie réglementée, donc tout ce qui est les sujets qu'on évoquait précédemment, autorisation temporaire de mise sur le marché, autorisation temporaire pour mesurer l'efficacité d'un médicament avec des systèmes de cohorte. Là, on a des solutions qui sont sur étagère, rapidement mobilisables, intégrables dans ce fameux écosystème dont on parlait, et qui accompagnent brique par brique chacune des étapes de la mise sur le marché d'un médicament jusqu'en allant sur les données de santé en vie réelle avec toute la logique de protection et d'anonymisation de ces données tout en les rendant utiles pour les exploitations scientifiques. Donc on n'est plus obligé de poser, comme on entend si souvent, finalement, agilité, conformité réglementaire, sécurité. On peut, avec cette logique d'écosystème, avec ces infrastructures, avoir le beurre et l'argent du beurre, finalement, des deux univers. Tout à fait. Je crois que le maître mot à retenir, c'est que écosystème de compétences, de savoir-faire, de techniques, de technologies, hein, puisqu'il est de plus en plus compliqué pour une société de détenir le savoir-faire absolu sur l'ensemble des domaines, et donc la capacité à être fédérateur, tiers de confiance numérique d'un écosystème qui mêle le public, le privé, en gardant le patient au centre, c'est le savoir-faire de Docapost. En tout cas, merci Frédéric. Merci messieurs, merci à vous tous qui nous avez suivis aujourd'hui. Je vous précise que vous avez rendez-vous demain pour la 3e session de ce symposium Les Trois Sphères. Il sera question des financements, des très nombreuses recherches qui sont menées actuellement et de leur financement justement, ainsi que des modifications dans la façon de se soigner avec la mise en place de véritables parcours de soins. Je rappelle enfin que mercredi prochain, donc le 25 novembre, les experts qui sont intervenus au cours des 3 premières sessions répondront à vos questions. Nous aurons aussi une intervention de Valérie Pécresse, la présidente du Conseil régional d'Île-de-France, du professeur Gérard Friedlander, qui est le délégué général de la Fondation Université de Paris, et de Dominique Pont, qui est à la fois directeur général de la clinique Pasteur à Toulouse et le responsable ministériel du numérique en santé. Ne ratez pas cette session. À la semaine prochaine.